Ah, ça commence. Je ne suis pas ça de très près. Non, j'y suis pas allé pour être Ah, d'accord. On apprécie le fait qu'Éric soit là, plutôt qu'Epacan. Allez, 47, donc on commence. Et donc aujourd'hui, on accueille Aurélie qui travaille dans le laboratoire et sous la direction de Didier Raoult sur un sujet à la fois compliqué, et comme dit Didier Raoult, c'est intéressant, mais qui est quand même compliqué, qui est, comme vous voyez, la régulation d'expression dans les génomes de Rickettsi's. Et donc on a atteint là, maintenant, je crois, un degré de sophistication relativement important par rapport à ce que l'on pensait connaître il y a quelques années sur ces génomes, même si tout n'est pas encore extrêmement clair. Donc merci d'avoir préparé ce séminaire et on t'écoute dès maintenant. Donc bonjour, je suis en deuxième année de thèse. Donc je vais vous présenter l'avancée de mon travail sur la thématique que vous a introduite M. Drancourt sur la régulation de l'expression dans les génomes de Rickettsi's. Donc ici sont des bactéries intracellulaires. Actuellement la phylogénie les regroupe en 4 groupes. Le groupe du Spotted Fever Group avec notamment Rickettsia conori, le Typhus Group avec notamment Rickettsia prowazekii et Rickettsia canadensis et Rickettsia belli qui sont placés en dehors. Donc pour faire bref, Ribicephalus sanguineus est une tique et l'hôte de Rickettsia conori, et Pediculus humanus, le pouls de corps, et l'hôte de Rickettsia prowazekii. Donc très brièvement aussi, Rickettsia conori est l'agent de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, et Rickettsia prowazekii est l'agent du typhus épidémique. Donc la première partie de mon travail de thèse porte sur l'étude des séquences intergéniques chez les Rickettsi's. Donc en background de ce travail, on dispose à l'heure actuelle de génomes pour 16 espèces de Rickettsi's. Ce sont des génomes qui ont la particularité d'être collinéaires, donc ce qui est tout particulièrement intéressant pour une approche de génomique comparative. Les éléments génomiques d'intérêt à relever pour ce travail chez les Rickettsi's sont tout d'abord une fraction élevée d'ADN non codant, puisque dans la majorité des espèces bactériennes, on a environ 5 à 20% d'ADN non codant. Chez Rickettsia prowazekii, on en a 24%, et chez Rickettsia conori, on en a 19%. Le deuxième élément d'intérêt, c'est qu'on retrouve chez les Rickettsi's des spacers, ou séquences intergéniques hautement conservées, donc a priori soumises à une pression de sélection. Le troisième élément d'intérêt dans les génomes de Rickettsi's, c'est la présence de RPE, qui sont les Rickettsia palindromic elements, qui sont donc des séquences répétées avec un motif palindromique, donc un motif tige-boucle, et qu'on peut retrouver dans les génomes de Rickettsi's à la fois dans les ORF, donc dans les séquences codantes et dans les séquences intergéniques. Et il a été décrit que ces RPE pouvaient être retrouvés, donc transcrits dans les ARN messagers et ensuite aussi au niveau des protéines. Donc un deuxième point de background, c'est que chez les prokaryotes, les ARN régulateurs sont de plus en plus décrits et on décrit traditionnellement 5 grandes familles d'ARN régulateurs chez les prokaryotes. Donc tout d'abord, il y a les small RNA qui sont codés en 6, donc sur le brin opposé par rapport au brin qui code pour l'ARN qui va être transcrit, donc qui va avoir un appariement avec une similarité quasi parfaite. Des small RNA qui sont codés en trans, donc plutôt à distance, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature, donc à distance de l'ORF codant pour le gène qui va être transcrit. Des small RNA qui vont directement moduler l'activité protéique. Il y a aussi les ribo-switch qui sont des structures qui sont placées en 5' par rapport à l'ORF qui vont reculer et qui, par une modification conformationnelle, vont aller moduler la transcription. Et enfin, il y a une dernière famille sur laquelle je ne m'étendrai pas, qui sont les CRISPR, les Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En revanche, chez les eucaryotes et les virus, il y a d'autres types d'ARN régulateurs, les short interfering RNA, les micro-RNA et les pigouille RNA. Donc nous, ce qui nous a le plus particulièrement intéressé, ce sont les micro-RNA, qui sont donc de courts
courts ARN d'une vingtaine de nucléotides qui vont aller moduler la transcription des ARN messagers. Et donc ce qui est particulièrement intéressant, ce qui a été décrit depuis quelques années, c'est que les virus également peuvent synthétiser des micro-RNA, et les micro-RNA viraux vont pouvoir aller agir à la fois sur les ARN messagers viraux, mais aussi sur les ARN messagers cellulaires. Et inversement, les micro-RNA cellulaires vont agir sur les ARN messagers cellulaires et sur les ARN messagers viraux. Donc, nous, notre travail, on a commencé par chercher in silico, donc par bioinformatique, on a commencé à travailler sur les séquences intergéniques des rickettsies. Donc, on a tout d'abord sélectionné des spacers hautement conservés entre les différentes espèces de rickettsies, et on a comparé ces séquences à des bases de données d'intérêt. Donc, on a tout d'abord comparé sur NCBI pour un premier dégrossissage. On a observé qu'on avait un grand nombre de matchs pour plusieurs espèces. Ensuite, on a regardé sur RFAM, qui est une database où on retrouve toutes sortes d'ARN, et on a retrouvé de courtes zones de similarité avec des micro-RNA matures et des précurseurs de micro-RNA. On a comparé sur Mirbase, qui est une base un peu plus spécifique pour les micro-RNA. On a retrouvé un blast sur un micro-RNA mature et de très nombreux blasts sur les précurseurs des micro-RNA matures. Et enfin, on a comparé ces séquences hautement conservées sur VectorBase, qui est une base qui avait à l'époque notamment le génome de Pediculus humanus, qui nous intéresse particulièrement puisque c'est un hôte de Rickettsia. Donc en comparant ces spacers hautement conservés sur le génome de Pediculus humanus, on a pu retrouver un grand nombre de zones de similarité sur des courtes séquences d'une vingtaine de nucléotides. Donc quand on a regardé au niveau des structures secondaires, on a retrouvé que c'était des structures secondaires de type tige-boucle, donc qui ressemblent aux structures des précurseurs de micro-RNA. Et donc les zones de similarité se trouvaient au niveau de la tige, comme dans une structure type micro-RNA. Donc ensuite, la troisième chose qu'on a faite, c'est que ces séquences hautement conservées, on a utilisé une base de données qui est la base SIVHT pour faire une prédiction d'ARN régulateurs, mais d'ARN régulateurs cette fois de type prokaryote. Et on a pu retrouver donc par prédiction bioinformatique que pour les espèces de Rickettsia qui étaient disponibles grâce à cette base, qu'on avait un certain nombre de small RNA avec des structures prokaryotes qui étaient bien prédites. Donc la deuxième étape, ça a été la mise en évidence de transcrits à partir des séquences intergéniques chez Rickettsia conuri. Donc pour cela, on a fait un micro-array avec de l'ARN extrait en conservant les courtes fractions d'ARN, donc à partir d'ARN total. Et donc, grâce à ce micro-array, on a pu mettre en évidence que dans cette condition de culture, environ 50% des orphes dont les séquences codantes étaient transcrites, mais également que 50% environ des séquences intergéniques étaient transcrites. Donc, quand on a regardé plus particulièrement par rapport aux prédictions qu'on avait précédemment réalisées, on s'est rendu compte que pour les zones de similarité avec le pouls, on n'avait pas de niveau d'expression, que pour les spacers hautement conservés, on en avait juste un qui était exprimé, mais en revanche que pour les prédictions de type small RNA prokaryote, il y avait plus de 50% de nos prédictions qui étaient exprimées. Donc l'étape suivante, ça a été un séquençage à haut débit des courts ARN chez Rickettsia conuri. Donc on a fait une culture cellulaire de Rickettsia conuri souche de référence. On a fait une extraction d'ARN en mettant au point un protocole particulier justement pour conserver les ARN de moins de 200 nucléotides qui sont habituellement éliminés avec les kits standards. Et on a d'abord caractérisé cet ARN à l'aide du bioanalyzer Agilent 2100. Donc on a pu mettre en évidence notamment que dans la région 20-30 nucléotides, on retrouve un petit pic d'ARN de nature indéterminée et inattendue chez les prokaryotes. Donc je passerai sur les détails, mais donc on a construit à partir de cette courte fraction d'ARN excisée à partir d'un gel de polyacrylamide, on a construit une banque
d'ADN complémentaire et on a effectué un séquençage à haut débit sur le Genome Analyzer d'Illumina. Donc on avait 9 millions de données brutes qui, une fois nettoyées, clusterisées, on a pu obtenir 1,7 million de données qu'on a blastées contre les génomes de Rickettsia connori. Donc on a éliminé pour l'instant les séquences qui ne blastaient pas sur le génome de Rickettsia connori. On a séparé nos datas entre celles qui avaient une haute couverture et celles qui avaient une basse couverture. Donc dans celles qui avaient une haute couverture, on avait des séquences qui mappaient sur les ARN ribosomiques et les ARN de transfert. Et donc on s'est plus particulièrement intéressé aux séquences qui mappaient sur les séquences intergéniques et sur les OFF. Et donc on a pu obtenir 62 séquences candidates. Donc ces séquences candidates, à la fois dans des gènes et à la fois dans des séquences intergéniques, on a eu la surprise de se rendre compte qu'un certain nombre de ces séquences étaient en fait au niveau de RPE, donc c'est Rickettsia palindromic lemens que je vous ai présenté en introduction. Donc finalement, par séquençage à haut débit, on a 50% des séquences candidates qui mappent au niveau des séquences intergéniques et 27% des séquences candidates qui mappent au niveau des séquences codantes, qui sont en fait au niveau de RPE, d'où la question, est-ce que ces RPE ne pourraient pas être en fait une nouvelle classe de courts ARN découverts chez Rickettsia connori. Donc là, cette figure, juste pour vous représenter, les RPE ont été décrits et classifiés en plusieurs familles, et donc ça, c'est la représentation des candidats par famille de RPE. Donc sur ces candidats obtenus par séquençage à haut débit, on a fait une prédiction de structure secondaire des séquences candidates associées aux séquences adjacentes. Et donc on retrouve effectivement une structure tige-boucle qui correspond aussi à la structure des RPE. On a mis au point une méthode de Northern blot pour essayer de confirmer ce niveau d'expression des courts ARN. Mais pour l'instant, la technique n'a pas permis de confirmer. Donc, il est possible aussi que le séquençage à haut débit soit plus sensible, ou alors que les conditions de culture aient été sensiblement différentes. Donc, l'étape suivante du travail a été basée sur l'hypothèse suivante. Est-ce que les gènes qui contiennent les mêmes RPE ne pourrait pas en fait présenter un profil de régulation similaire. Donc cette idée a été basée à partir de l'étude qui a été réalisée par Quentin Leroy dans le laboratoire et qui avait retrouvé des clusters de régulation chez les bactéries intracellulaires. Donc on s'est demandé si par l'action de small RNA de type RPE, cela ne pouvait pas expliquer de tel type de cluster de régulation. Donc, on s'est servi des micro-arrays qui avaient été réalisés pour un précédent travail dans le laboratoire, où en fait, on avait obtenu de l'ARN à partir d'escarres de patients infectés par Rickettsia connori comparés à des contrôles. Donc, on a récupéré ces données de micro-arrays. J'ai construit une base de données des RPE de Rickettsia connori et on a fait une analyse statistique de ces données clusterisées pour voir s'il y avait un profil de régulation comparable. Donc on a fait des tests de statistiques type analyse de moyenne et ce qu'on a donc pu, on a comparé les gènes qui ne contenaient pas de RPE par rapport aux gènes contenant de RPE. En fait, on a comparé famille par famille. Donc toujours en partant de l'hypothèse qu'une famille de RPE pourrait correspondre à un cluster de régulation. Et donc pour l'instant, on en est au point que les gènes qui ne contiennent pas de RPE par rapport aux gènes qui contiennent des RPE de la famille 4 ont une expression significativement différente dans le cadre de cette étude. Donc ça, c'est le travail qui est en cours pour affiner ces résultats.